Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir Alassane Gueye, PDG du groupe AIG, membre du Conseil de régulation de la commande publique, président de la commission Axe 1 du plan Sénégal émergent pour la formulation du PAP 3. Il est également président de la commission Mobilité et Attractivité territoriale du Conseil présidentiel pour les investissements depuis juin 2023. Autant dire que c'est un acteur dynamique du plan Sénégal émergent que nous recevons ce soir. Alassane, bonsoir. Bonsoir Ousmane. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un membre du secteur privé, mais vous êtes dorénavant un acteur du plan Sénégal émergent pour toutes ces fonctions-là que je viens d'évoquer, commission attractivité territoriale du Conseil présidentiel pour les investissements, président de la commission Axe 1 du PSE pour la formulation du PAP 3. Ça vous convient bien en tant que membre du secteur privé? Oui, Ousmane, pour deux raisons. La première raison, c'est que ce sont mes pairs, pour la plupart, qui m'ont choisi. Pour ce qui est du Conseil présidentiel de l'investissement, donc la commission qui traite de l'attractivité et de la mobilité territoriale, ce sont mes pairs qui m'ont choisi. Et c'est un honneur dans la mesure où tout développement dans le monde a été impulsé par le développement local. Et que nous pensons que le Sénégal de l'intérieur n'est pas assez visité, malgré les réformes qui ont été faites dans ce pays-là. Pour ce qui est de l'axe du PSE, donc la commission pour la transformation structurelle, ça c'est directement le ministère du Plan. Absolument. Oui. Et vous allez tout droit vers le PAP 3? Oui, le PAP 3 parce que, comme vous le savez, il y a le PND, le Plan national de développement, c'est chaque 5 ans, mais ça découle aussi de la vision prospective Sénégal 2035. Donc en 2010, il y avait un document de vision. Et ça aussi, c'est important que les Sénégalais puissent le savoir, que le Sénégal, c'est une continuité. 2010, ce n'était pas le président Macky Sall qui était là. Donc, sur un quart de siècle, donc sur 25 ans, 2010-2035, donc le ministère du Plan avait posé des questions aux Sénégalais. Qu'est-ce qui était important pour les Sénégalais? La première chose, effectivement, c'était la nourriture à plus de 60%. La deuxième chose, la santé. Il y avait le logement et l'emploi. Et sur cette base, donc, il y a eu élaboration en 2014, donc du PAP 1, 5 ans après du PAP 2. Donc, le PSE est venu en temps remplacer la stratégie nationale. Hein, oui, c'est ça. Le PSE est venu donc représenter, parce que le PND est une loi. D'accord. Donc le PSE l'incarne. Donc en 2014-2018, donc il y a eu donc le PAP 1. 2019, donc 2023, le PAP 2 s'achève. Au 31 décembre 2020, maintenant, on prépare le PAP 3. Donc, qui va prendre donc de 2024 à 2028. Oui. Et ce sera avec forcément le nouveau président de la République. Le président a pris part hier à la tribune des Nations Unies. Hein, il a fait son discours. Vous l'avez suivi? Oui, on l'a suivi avec le cœur et l'esprit. Donc, la partie d'émotion, c'est lorsque il recommandait à ses pairs donc, de réserver la même hospitalité à son successeur. Les adieux. Les adieux, ça, je pense que c'était parce que chaque chose a une fin. Hein. Absolument. Donc, après avoir représenté le Sénégal et après avoir gagné beaucoup de batailles, hein, donc l'accès au G20, aussi sur la transition, les DTS, toutes ces choses, toutes ces batailles que le président a menées, les vaccins, toutes ces batailles qu'il a portées lui-même au nom de l'Afrique. Maintenant, si on prend maintenant avec l'esprit, effectivement, l'accès à l'eau, c'est son combat, parce qu'effectivement, pour moi, c'était cohérent quand on voit ce qu'il a fait au Sénégal avec le KMS3. Et après, sur le climat, il a toujours défendu... Donc, vous retenez 3 axes. Oui. On va revoir un peu ces séquences-là avec le président. Merci. Le 25 février 2024, se tiendra l'élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, après 12 ans à la tête de notre pays. Je voudrais remercier ici les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes aura été un grand honneur pour moi.
Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues, en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiale. Je suis confiant que la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Voilà, donc en substance, il dit que le Sénégal restera plus que jamais un acteur du multilatéralisme. Mais ce discours-là, ces adieux-là, ça rassure la communauté des investisseurs, ça rassure son monde, disons. Vous êtes un acteur du secteur privé, forcément, sous l'angle de l'investissement et de l'ailleurs. Pour vous, c'est... Mais absolument, d'autant plus que pour le Pape III, il faut qu'on aille vers les investisseurs pour son financement. Donc là, le Pape III, parce qu'on est en train aussi de partager avec le boss PSE, je ne vais pas donner les chiffres, mais quand même, c'est beaucoup plus ambitieux que le Pape II. Et il faudra aller vers les investisseurs. De 22 000 milliards. Hein. Même plus. Oui. Même plus, mais on est en train de faire les arbitrages, dessus, oui. Mais c'est plus ambitieux, donc les 14 000 milliards qu'on avait. Et le secteur privé doit apporter plus de la moitié. Oui. Donc pour dire que le président, ce qu'il dit pour les bailleurs, le Sénégal reste un pays important pour les bailleurs de fonds. Non seulement à cause des ressources qu'on vient de voir, et que l'Europe a besoin, parce que vous savez que le gaz... La démocratie. Voilà, parce que le Sénégal est l'îlot de stabilité dans la sous-région. Et je pense que c'est beaucoup plus pour ce patrimoine immatériel que les bailleurs ont besoin, effectivement, d'un Sénégal stable. Et aussi un Sénégal qui peut aider à restaurer donc, la démocratie, les valeurs universelles. Universelles de cohésion et d'entente cordiale. Dans la sous-région. Oui, vous connaissez l'homme, hein, le président. Aujourd'hui, où il s'apprête à quitter la tête du pays, si vous avez à jeter un regard un peu sur ces 12 ans de gouvernance, c'est quoi pour vous? Quel serait le bilan? C'est avec beaucoup d'émotion. L'homme, c'est 24 ans. Ça fait 24 ans qu'on se connaît. Je pense 1999 à 2023, c'est presque un quart de siècle. Absolument. Je l'ai connu, il n'était pas encore directeur général de Petrosen, donc un fonctionnaire. Et j'ai suivi tout son parcours, donc à succès. Et tout ce que je souhaite, c'est que le secteur privé puisse avoir le même succès qu'il a eu dans son parcours. Parce que si on prend l'État du Sénégal a eu un parcours extraordinaire à tout point de vue. Et je pense, comme le dit Muntagassi, une bonne partie, c'est sur son crédit personnel. Absolument. Effectivement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les DTS, il en a fait un combat, alors que d'autres pays africains beaucoup plus puissants que le Sénégal économiquement, qui devaient porter le combat. Il a porté, effectivement, il était président de l'Union. Le vaccin, avant-hier, je venais de l'aéroport, après un séjour en Europe, quand j'ai vu le complexe Maliba pour les vaccins, et je mets ça en cohésion aussi avec la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Sénégal. Quand on regarde les chiffres, le Sénégal a connu 150 décès par 1000 habitants. Actuellement, on est à moins de 50. Donc ça a été divisé par 3. Et c'était clairement affiché. C'est un indicateur que je suis beaucoup dans le PSE. Parce que la première étape d'un capital humain dans un pays, c'est de pouvoir garantir aux nouveau-nés, donc de vivre pendant 5 ans. Et si on sait que les enfants meurent entre moins de 2 ans, la moitié des enfants meurent et pour des choses banales, et pour lesquelles, effectivement, le président a fait des efforts extraordinaires en matière de... J'ai vu les hôpitaux. J'ai vu effectivement, il y a eu Seyou, il y a eu Kédougou, il y a eu Touba, bientôt Kaffrine. Mais il reste encore à faire. Parce qu'effectivement, si l'OMS dit qu'il faut pour chaque 150 000 habitants avoir un hôpital,
Donc vous voyez, donc c'est plus de 100 hôpitaux qu'on a besoin. On n'en a pas 70. Mais quand même, il a trouvé le fossé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais effectivement, il reste encore, parce que les pays européens ne sont pas à 50 décès, enfants moins de 5 ans, donc pour 100 000 habitants. Ça, c'est le premier élément que je retiens, c'est qu'il a fait des efforts pour vraiment... et sur les chiffres que moi, je regarde beaucoup, donc la mortalité des enfants moins de 5 ans. La deuxième chose, c'est la durée de scolarité des enfants. Parce qu'une fois qu'on arrive dans un pays, parce qu'un pays doit être capable de faire des choses. Absolument. La première chose, donc, c'est permettre à une maman, à une famille de garder son enfant jusqu'à 5 ans. Et le plateau médical en est pour beaucoup de choses. Même dans le PSE, il y a un projet phare, Sénégal Up Médical. Deuxième élément, c'est de maintenir l'enfant pendant 10 ans. C'est un élément important. Quand le PSE se formulait donc, en 2014, on était à 2,5 années, vous imaginez, Ousmane, 2,5 années donc, de scolarité moyenne pour un Sénégalais. Là, les derniers chiffres que j'ai vus, on est à 3,5. On ambitionne d'aller à 4,5. Donc, pour dire que pendant longtemps, le capital humain, c'est vraiment un élément important. Quand le PSE parle de capital humain, on ne peut pas transformer un pays sans démontrer la capacité donc de permettre à des enfants de vivre pendant 5 ans. Et deuxième chose, de garder les enfants. C'est le premier intrant, le capital humain. C'est le premier élément. Deuxième, c'est de garder l'enfant à l'école pendant 10 ans. C'est une loi au Sénégal, 2004. C'était une loi de 91 que le président Wade a repris en 2004, la loi d'orientation qui dit que tout enfant de 6 à 16 ans doit rester à l'école. Effectivement, le président, j'ai vu dans la déclaration du Premier ministre, 35 000 salles de classe construites. 35 000 salles de classe en 12 ans. Mais il reste encore. J'ai fait des évaluations. Le besoin, c'est 150 000 salles de classe. Donc, la dynamique est là. Quand vous regardez la masse salariale donc, des enseignants, c'est les 3/4. Donc, de la masse salariale totale. Malgré tout, tout le monde se plaint. Donc, pour dire que 3 augmentations de salaire en 30. Oui, 3 augmentations de salaire. Donc, 2019, je pense qu'il y en avait 2021 et puis 2023. Et sans que la productivité soit là, toujours. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que pour augmenter les salaires, ça doit être des gains de productivité donc, qui doivent être sortis par la main-d'œuvre et que l'entreprise puisse ressentir ces gains de productivité et qu'on puisse les distribuer. Mais le président a une approche en économie qu'on peut aussi accepter, c'est tout ce qui est bon pour la consommation, le pouvoir d'achat est bon pour l'entreprise. Parce que lorsque on renforce donc, le pouvoir d'achat donc, des travailleurs, des ménages, effectivement, ça permet aux entreprises d'avoir donc une clientèle beaucoup plus... C'est ce qu'il a fait lors de la pandémie de Covid-19, hein, comment il a soutenu les entreprises en subventionnant, en laissant... Ça, on ne sait même pas comment le Sénégal l'a tenu, parce que les subventions, à tout point de vue. Si on prend le pain, la farine, on parle de plus de 100 milliards donc de subventions, parce que actuellement, le prix du blé, il est à 233 euros, du moins 233 euros. Mais le président a dit, tout ce qui dépasse les 300 euros, au-delà, le blé allait jusqu'à 375 euros. Mais l'État a commencé d'abord par renoncer les droits de douane et la TVA, mais ce n'était pas suffisant. Malgré ça, donc le prix... Mais il a fallu que l'État dise tout ce qui est au-dessus de 300 euros, et ça a plafonné à 375. C'est l'État du Sénégal qui le prend en charge. Et je pense que ça, c'était pour savoir aussi que les Sénégalais sont de grands consommateurs donc, de pain, et le pain coûte le moins cher au Sénégal dans la sous-région. Donc, 400 francs le kilo de farine. Quand vous allez au Mali, on s'approche donc de 480 francs le kilo de farine. Donc, pour dire que, bien que ce soit des pays limitrophes, mais à Abidjan, la farine est moins chère au Sénégal. Donc, pour dire qu'il a eu cette volonté énorme. L'État du Sénégal a été sollicité. Je vois qu'effectivement, ça touche aussi même les frais de scolarité. C'est une bonne chose, même s'il faut trouver aussi des compensations pour les écoles. Parce que les écoles ont besoin d'être soutenues aussi par l'État, parce que les droits d'inscription, parce que l'école reste pendant 3 mois, 4 mois fermée. Donc les droits Il n'y avait plus de mesures dans ce sens-là. Maintenant, il reste à voir si ces mesures-là sont appliquées par rapport
aux mensualités les droits de scolarité, c'est vraiment les frais d'inscription, paraît-il, les droits de scolarité en font partie. Mais je pense que l'association du secteur privé de l'éducation a formulé des compensations. Donc, par exemple, l'État peut aider dans la solarisation des écoles. Parce qu'effectivement, si on parle du Sénégal numérique, il faut que le numérique rentre dans les écoles. Absolument. On ne peut pas faire du numérique sans électricité. Et le solaire pourra vraiment aider donc, à ce que les écoles, et puis les écoles les plus éloignées, donc, puissent avoir accès donc, à l'informatique, qui est un outil essentiel pour l'éducation, mais aussi pour la productivité donc, dans l'enseignement. Sur le foncier également. C'est une tradition pour le Sénégal, effectivement, d'appuyer le secteur privé de l'éducation qui joue un rôle extraordinaire. Parce que si le secteur privé de l'éducation n'était pas là, donc seul le secteur public ne peut pas assurer l'éducation. Et vous allez voir de la maternelle, excusez-moi, jusqu'à l'université, le secteur privé de l'éducation est présent dans tous les maillons. Et des fois même va jusqu'à 75% donc, de présence donc, au niveau donc, de l'éducation nationale. Donc pour revenir sur l'homme, c'est quelqu'un qui effectivement a eu beaucoup de succès et qui a eu à impulser le Sénégal. C'est vrai, on va le regarder sur deux côtés. Le premier côté, c'est l'intensité capitalistique donc, de la croissance. Le Sénégal a eu sa croissance quand nous, avec le PSE, je vais saluer le directeur général de la direction de la prévision des études économiques, Bamba Diaye, qui nous a montré effectivement qu'on a eu la croissance et qui nous dit il faut qu'on apprenne d'abord à faire la croissance. Parce que moi, effectivement, je regarde beaucoup les indicateurs de cette qualité de la croissance. Mais quelque chose qu'on a appris avec le président, c'est que le Sénégal a appris à faire de la croissance de façon quantitative. Et ça a été fait avec les infrastructures. Parce que quand vous regardez, quand vous décomposez la croissance du Sénégal, les infrastructures ont porté notre croissance. Et on l'a vu. Donc maintenant, il y a une contrepartie, c'est l'endettement. Effectivement, le rythme pose problème, c'est vrai, effectivement, parce que si le Sénégal, en termes de richesse, parce qu'effectivement, une infrastructure, ça change beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle en économie le capital physique. Mais quand on s'endette pour construire une route, par exemple, oui. ça c'est un bon endettement, si oui. je puis m'exprimer. En fait, quand l'infrastructure tire la croissance, c'est une bonne chose. Il y a des emplois. Mais c'est des emplois qui durent pendant la phase d'investissement. Mais après ça, c'est des emplois indirects. Quand vous faites une belle autoroute, effectivement, ça peut permettre après à ce que l'économie soit plus fluide. Il y a des emplois indirects. Mais l'emploi sur l'infrastructure a une durée durant la phase de conception et de réalisation. Et quand on regarde, donc, la croissance a été portée par les infrastructures, on l'a vu effectivement. On a vu aussi que le Sénégalais moyen de 2022, depuis 2014 d'ailleurs, entre 2014 et 2022, en dollars constants, 2014, donc Banque mondiale, est plus riche que le Sénégalais de 1960. Et ça n'était pas arrivé avant 2014. Ça aussi quelque chose qu'il faut mettre. C'est dû au PSE, 22%, c'est au crédit du président. Oui, c'est les infrastructures. Ouais. Les infrastructures, c'est vraiment dû l'intensité capitalistique donc porte la croissance. On l'a vu, les investissements sont partis dans tous les points. Mais l'autre problème, c'est que les infrastructures, il n'y a pas eu une mobilisation de l'épargne nationale. Oui, ça, c'est vous, hein. C'est le secteur privé qui doit intervenir à ce niveau-là. Oui, en fait, c'est des infrastructures pour lesquelles le financement devait sortir de l'extérieur. C'est des financements très lourds. Là, vous n'avez pas ces capacités financières-là? Si, effectivement. Actuellement, on va y venir. Il y a maintenant beaucoup de visions, surtout de la France. Le président Macron a dit qu'il va essayer de voir comment aider le secteur privé à avoir des garanties. J'ai parlé avec le représentant de l'Union européenne au Sénégal, M. Pujani, qui nous a expliqué qu'effectivement, il y a des garanties de l'Union pour le secteur privé, pour exécuter des projets d'infrastructures publiques. Et c'est une bonne chose, parce que le secteur privé, effectivement, peut jouer aussi dans la formulation donc, de ces infrastructures. Pas seulement donc,
que l'État soit seulement un récipiendaire, mais que le secteur privé puisse formuler et aller porter le financement. Parce que ce qu'il faut comprendre, Ousmane, c'est qu'à travers le monde, le secteur privé, quand vous prenez les pays asiatiques, de l'Asie de l'Est, le secteur privé porte à plus de 66% la dette extérieure. Dans nos pays d'Afrique, c'est l'État à 70%, 75%, l'État porte la dette extérieure. Et c'est ce changement de paradigme qu'il faut opérer. Mais ça va se faire. Mais déjà, on a appris à construire des infrastructures par l'État. Pour que ça se fasse, il faut quel secteur privé? Quelle doit être la position du secteur privé pour arriver à inverser cette tendance-là? Exactement. Là, vous convoquez mon aspect de régulateur donc de l'ARCOP, donc l'agence de régulation de la commande publique. Et le président a fait des choses quand même que les Sénégalais doivent savoir. La première chose, en matière de contenu local, qui est vraiment une demande. Dans l'exploitation du pétrole et du gaz, cette loi, elle est très forte. Mais non, cette loi, effectivement, touchait seulement le pétrole et le gaz. La loi sur le contenu local et son degré d'application. Maintenant, la loi sur les mines vient de sortir. Donc, pour tout ce qui est mines. Le contenu local est élargi aux mines maintenant. Oui, c'est déjà fait, ça fait un mois. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que ça élargi dans tous les secteurs. Et dans le PAP 3, et ça vous saurez remplir toute cette fourchette-là? Dans le PAP 3, actuellement, dans les réformes du PAP 3 qu'on est en train de faire, donc il sera dedans. Le contenu local sera généralisé. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous pouvez, le secteur privé national, sénégalais en tout cas, est-ce que vous pouvez absorber toutes ces opportunités-là qu'on vous offre, qu'on vous a offert déjà dans le PAP 1-2, mais qu'on va vous offrir dans le PAP 3? Exact, Ousmane. En fait, dans la loi PPP de 2021, et même dans le code des marchés aussi qui a été revu en 2022, il y a des réservations de marché pour le secteur privé. C'est-à-dire, en matière d'infrastructure, toute infrastructure moins de 5 milliards est réservée au secteur privé communautaire. Moins de 5 milliards, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de l'assainissement, on peut faire des écoles, on peut faire des infrastructures donc, marchandes pour les communes, on peut faire de l'aménagement hydro-agricole. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, quand ça dépasse 5 milliards, ce n'est plus des marchés réservés. Mais ça devient ouvert à d'autres? À d'autres, au secteur privé. Mais le président a mis quelque chose aussi qu'on n'a pas demandé, mais qu'il a mis dans la loi. C'est qu'il faut que le secteur privé ait le tiers du capital. C'est-à-dire qu'il faut que vous parrainiez celui qui vient de l'extérieur. Oui, c'est que celui qui vient de l'extérieur, il faut qu'il réserve le tiers du capital dans les décisions. Si vous regardez le port, donc le DG Muntagassi qui fait un travail extraordinaire et qui constate le problème dans les concessions portières. Parce que lorsque vous avez des concessions portières et que l'étranger a presque 100%, ou il a plus de 60, il a les 2 tiers donc, des droits, effectivement, c'est ça qui amène la croissance extravertie, comme on dit. C'est la croissance extravertie. Et puis, la difficulté pour le régulateur portier de faire appliquer ces décisions. À partir de ce moment, effectivement, il devient essentiel donc de regarder le SSB, la concession pour la base pétrolière, 100%, c'est pour les Sénégalais. Ça a été extraordinaire. Et alors que toutes les concessions qui se sont faites par le passé, les Sénégalais n'y sont presque pas du tout. Et je pense que c'est un bon début. Là, d'autres concessions sont en vue. Et le DG Muntagassi n'accepte pas, il nous l'a dit, nous les acteurs portiers, que les Sénégalais soient à moins de 50%. Donc pour dire que c'est un bon début, parce que le secteur privé sénégalais ne pourra se faire respecter que par les textes de ce pays et par l'attitude aussi des dirigeants que le président donc, de la République met au sein donc, de certaines institutions. Et donc pour vous, vous n'avez pas de crainte quant à la consolidation de tous ces acquis, de tout cet écosystème que le président a créé en faveur du secteur privé national. Il va partir, un autre pouvoir sera là en 2024. Quel doit être, selon vous, quels sont les axes autour desquels vous devez travailler pour capitaliser, consolider ces acquis? Oui. Nous, le secteur privé, on avait 3 attentes qu'on a dit toujours au président. Le premier, c'est la concertation. Et je pense avec le CPI qui va commencer, et le secteur privé, l'université, sur 4 commissions, l'université n'est président que d'une seule commission. Donc les 3 sont pilotés par le secteur privé. Donc ça, pour dire que l'État, au niveau de l'APIX, a voulu que le secteur privé mène donc la réflexion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est le contenu local. Je pense qu'il n'y aura pas de reculade là-dessus, parce qu'on a vu ce que le président a fait dans le domaine de l'énergie, avec le West African, où des Sénégalais, sous-traitent à des Turcs et à des Américains. C'est quand même une première qu'il faut saluer. La deuxième chose, Nar Énergie également, c'est le secteur privé sénégalais, donc qui investit et qui sous-traite à des étrangers. Mais tous ces pas que le président a posés, tous ces jalons n'ont pas été connus du grand public, des Sénégalais. Le secteur privé ne communique pas sur... quand il y a des avancées, vous ne le dites pas. Très souvent, les gens pensent que vous ne parlez que quand il y a des problèmes. Je pense que c'est l'objet de cette émission qu'on est en train de faire. Oui, absolument. Parce que... C'est un hommage quand même au moment où il quitte le... Je vais te raconter une anecdote pour que les Sénégalais sachent. En tant que régulateur, le président nous a reçus une fois. Il nous a exprimé son souhait que le secteur privé sénégalais donc, exécute les marchés publics, exécute les contrats d'infrastructure. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises sénégalaises qui exécutent mal. Je me rappelle, le lycée de Sandiaram, par exemple. Un problème de finition, un problème de délai, vous ne livrez pas les chantiers à date. Hein. Les artisans, le mobilier national. La formation. Oui, mais le mobilier national, j'ai vu que ce qui livrait à la gendarmerie, voilà, la gendarmerie, tout a été bien livré, mais ce qui était devait être livré au ministère ne l'ont pas été. Bien, donc pour dire que, si on, donc, pour cette anecdote... Vous qui devez faire votre propre introspection. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Dans l'énergie, ça se passe bien. Quand on regarde ce que West African Energy est en train de faire, magnifique. Ils ont commandé les machines avant le financement. Et les machines, on a vu au port que les machines ont débarqué au port. Et peut-être bientôt, les génies civils ont été achevés à Cap des Biches. Et c'est 100% secteur privé sénégalais. Mais pour revenir donc sur... Rapidement, on est rattrapé par le temps. On est rattrapé par le temps. Oui. Donc, la troisième chose qu'on attend du président, c'est effectivement dans la décentralisation. Le Sénégal a connu depuis 72, donc 72 l'acte 1, 96-97 l'acte 2 de décentralisation avec la création des ARD et puis de l'ADL. Et 2012, effectivement, on vient avec l'acte 3 et qui devait transformer ce pays. Absolument. La littéralisation du pays, quand on regarde les investissements au Sénégal, 75% des investissements, c'est Dakar. Et 60% des emplois, c'est Dakar. Ce pays ne peut pas fonctionner comme ça. Le président, effectivement, a exprimé le souhait d'avoir 10 métropoles d'équilibre. Ouais. Mais jusqu'à présent, je reviens sur l'éducation. Là où le secteur privé, parce qu'un pays, on ne rentre pas, à mon avis, dans un territoire par les ressources naturelles. On rentre dans un territoire par les ressources humaines. C'est tellement important que quand vous regardez les disparités, donc du Sénégal, ce n'est pas seulement au niveau des entreprises, mais au niveau aussi des infrastructures scolaires. J'ai visité un pays, Cracovie, la Pologne. La Pologne, oui. Cracovie. C'est la deuxième ville de Pologne. J'ai vu Cracovie, une ville paysanne, a été transformée par Shell. 5000 comptables. Toute la comptabilité de Shell se fait dans une ville dont les enfants étaient des paysans et puis des éleveurs. Ouais. Et pourquoi ils sont installés? Parce qu'ils ont vu que les jeunes de Cracovie ont la même formation en Hollande ou aux États-Unis et sont moins chers. Oui. Mais c'est vous qui venez implanter vos entreprises à Dakar. Hein? Vous pouvez vous déployer aussi dans l'intérieur du pays. Hein? Non. C'est vous qui choisissez Dakar. Vous savez le chemin de fer, regardez par exemple. Oui, oui mais quand on prend les infrastructures, quand même, le président a fait Vous avez des routes partout au Sénégal, dans l'intérieur du pays. Pourquoi le secteur privé n'irait pas investir Vous savez, il y a 3 choses pour investir, pour que le pays soit équilibré. La première chose, c'est les infrastructures de transport. Ouais. Effectivement, il y a les routes. Mais les routes, ce n'est pas l'infrastructure dédiée aux marchandises. La route, c'est beaucoup plus pour les passagers. Il faut le train. Je félicite le DG des chemins de fer, mon petit frère Malik, qui a fait un travail extraordinaire, qui a livré des conteneurs à Touba durant le Magal. Ça ne s'est jamais vu. Depuis très longtemps, je pense que le train n'a pas sifflé. Mais non seulement le train a sifflé, mais aussi on a livré des conteneurs à Touba. On souhaite que, effectivement, que le chemin de fer soit fait, mais aussi les infrastructures portières. Ouais. Et troisième chose, il faut aussi qu'on puisse avoir le capital humain. C'est les 3 éléments, je pense. Et quatrième chose, l'énergie. Ils vont impulser la révolution. Et qu'on puisse effectivement aller dans les territoires
pour pouvoir transformer les potentialités qui s'y trouvent. D'accord. Un dernier mot. Je sais que vous ne parlez pas au nom du secteur privé national de manière générale, mais quand même, vous en êtes un acteur, et pas des moindres. Mais le regard, le dernier mot de l'opérateur économique que vous êtes à l'endroit du président. Je pense qu'il nous lègue un pays qui a appris à faire la croissance. Ça, je suis d'accord avec Bamba Diop, donc de la DGPE. Maintenant, il faut qu'on apprenne à faire de la qualité de la croissance. Parce qu'une croissance, ce n'est pas seulement quantitative. Il faut que la croissance génère de l'emploi. Effectivement, les secteurs qui ont généré de l'emploi, effectivement, le président, ce qu'il a réussi à faire, c'est faire de la croissance. Et ça, par les infrastructures. Je pense que c'est le côté de l'ingénieur qui a donné. Ouais. Maintenant, il faut que, dans l'avenir, qu'on puisse partir de ce legs, donc de faire la croissance en matière volume, quantitative, vers la qualité de la croissance, en termes d'emploi, en termes donc de diversification des sources de croissance et aussi avec moins d'endettement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alassane Gueye, président de la commission Axe 1 du plan Sénégal émergent pour le PAP 3. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.